Jacques est à l'université Paris-Nanterre, donc ici même. Donc la parole d'abord à Mélanie. Donc, j'aimerais juste te dire avant de commencer que, a priori, je vais tenir les 20 minutes, mais que du coup, j'ai un petit peu organisé ma présentation sans prendre trop de temps de détailler ou peut-être avec des phrases voilà, un petit peu très directes ou je sais pas. Voilà, c'est une présentation qui est beaucoup moins basée sur des hypothèses que les précédentes. Donc voilà, je vais respecter le temps, mais ça sera peut-être un petit peu voilà, très resserré et voilà, pas très discuté pendant ma présentation, mais voilà, n'hésitez pas à Vous aurez du biscuit pour la discussion. Du coup. Voilà, donc bon, la réflexion que j'aimerais présenter aujourd'hui prend appui sur une enquête que j'ai réalisée auprès d'étudiantes et d'étudiants inscrits en première année de droit à l'université, avec l'idée de mettre en lumière les disparités des rapports aux études et de proposer d'intégrer dans mon analyse le poids de l'établissement pour comprendre les variations de ces rapports aux études. Donc, j'ai intitulé ma communication « S'engager par les études, disparité d'engagement et sens donné aux études chez les étudiants de droit ». Puisque ce qui m'intéresse ici, ce sont les disparités de justification, de représentation vis-à-vis du choix de s'inscrire dans des études universitaires de droit. Donc la notion d'engagement des étudiants correspond dans mon travail au fait de s'engager politiquement, socialement, éthiquement parfois, mais par le biais de ces études. Donc voilà, c'est pas une notion qui était extrêmement présente au début de ma thèse, mais qui est apparue finalement dans le traitement voilà, des représentations étudiantes. Alors, j'ai choisi d'organiser mon propos autour d'une présentation méthodologique de comment est-ce que j'ai pu travailler cette question au croisement de différentes méthodes parce que je suis voilà, en ce moment en train de penser cette question-là. Donc voilà, ça va être assez méthodologique avec voilà, la question de comment est-ce qu'on peut appréhender empiriquement les représentations et les engagements par l'angle de ce qu'on appelle les méthodes mixtes. Donc, j'ai effectivement développé dans mon enquête différentes méthodes et utilisé des données de différentes natures, puisque je suis partie de données exhaustives quantitatives que j'ai pu exploiter pour étudier les trajectoires des étudiants en droit. Et j'ai confronté ces résultats avec une étude des représentations et des justifications des étudiants en droit à un niveau plus individuel. Je suis donc passée de l'appréhension de la discipline juridique comme une catégorie statistique, c'est-à-dire le fait d'être catégorisé dans les bases ministérielles comme étant inscrit en droit, jusqu'au sens que pouvaient revêtir ces études, l'inscription dans ces études, selon les différents profils d'étudiantes et d'étudiants. Donc, je vais commencer dans un premier temps par évoquer l'intérêt de retenir la discipline juridique pour penser la notion d'engagement des étudiants. Puis, je reviendrai sur mon utilisation de données quantitatives pour représenter graphiquement les trajectoires étudiantes et je terminerai en décrivant ce que cela a pu m'apporter de confronter ces données exhaustives quantitatives avec une analyse qualitative de questionnaires voilà, autour des représentations ici plus individuelles. Alors, donc, penser la notion des engagements étudiants à partir de la discipline juridique conduit à mettre en évidence différents enjeux. D'abord, les licences de droit ne sont pas toutes sélectives de la même manière. Ça entraîne donc des variations en termes de population très importantes entre les établissements, puisque comme elles sont décrites comme non sélectives sur Parcoursup, finalement, c'est seulement les licences les plus attractives, donc celles qui obtiennent plus de demandes que de places dans leur capacité d'accueil, qui peuvent sélectionner leur public. Et donc, par exemple, c'est le cas des formations en droit à Paris Intramuros, oui. Ah, d'accord. D'accord. Ah oui, c'est bon. Sinon, je vais faire... alors, est-ce que je... Donc, j'en étais là. Là, normalement, c'est bon. On voit celle-ci. Ouais, là, c'est bon. Et donc, là, je suis sur le premier tiré de cette slide. Donc, ce que je disais, voilà, c'est qu'il y a des écarts de population très importants au sein d'une même discipline, le droit en Île-de-France. Par exemple, voilà, les formations intramuros sélectionnent presque tout leur public. C'est beaucoup moins le cas des formations de banlieue.
Ensuite, au sein du champ académique, les formations de droit occupent une place particulière parce qu'elles sont en tension entre des formations universitaires qui se disent généralistes et des formations davantage structurées autour de voies professionnalisantes. Et on retrouve bien sûr cette dichotomie dans les représentations des étudiants et leur rapport aux études. Enfin, l'enseignement du droit est lui-même structuré par des tensions internes à la discipline juridique, puisqu'il repose sur un enseignement d'une matière à la fois dite technique, voire neutre, et l'étude d'objets sociétaux et politiques inscrits dans des rapports politiques. Alors, avant de me concentrer dans mon travail sur les représentations de l'engagement par les études de droit, j'ai choisi dans un premier temps de me concentrer sur la polarisation sociale des publics étudiants entre les différentes formations de droit à l'échelle de l'Île-de-France. Donc, plutôt que de partir des disparités individuelles, j'ai préféré travailler à partir d'une certaine homogénéisation des étudiants, puisque l'idée, c'était de représenter graphiquement des trajectoires au sein de l'Île-de-France. Et donc, forcément, on va schématiser les étudiants en fonction de leur type de bac, de l'établissement dans lequel ils sont inscrits, de leur position dans le parcours de leurs études, etc. Donc moi, j'ai commencé par schématiser les étudiants à partir de trajectoires. Mais en même temps, cette analyse des trajectoires, elle s'est avérée utile pour représenter justement graphiquement la polarisation des publics entre les formations, mais pas seulement, aussi de voir les changements de trajectoire entre les différents établissements au sein de l'espace francilien. Et ça permettait aussi de représenter le rapport à la durée des études, à la spécialisation, enfin différentes choses en fonction des établissements, et donc finalement de quand même mettre en lumière des variations. Et donc voilà, je suis partie de ces données généralistes, mais pour finalement quand même parler je suis quand même tombée sur d'importantes différenciations, des grosses variations. Surtout, il me semblait important de les comprendre en fonction de l'établissement dans lequel étaient inscrits ces étudiants. Pardon, je crois que je dois boire un peu d'eau. Merci. Alors, je vais montrer rapidement à l'écran un des graphiques que j'ai réalisé pour illustrer ces trajectoires. C'est illisible, mais je vais le montrer quand même. Ah, alors oui, alors c'est quoi? C'est que vous voyez plus. Ok. Départager et repartager pour que ça soit. D'accord. Alors, partager l'écran. Et là, il faut que je prenne ça. Voilà. Oui, de toute façon, c'est. Oui, bon. Non, mais enfin, c'est un graphique très intéressant, mais voilà, qui demande quand même un coup d'entrée de lecture. Et voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais tout ça pour dire que voilà, là, on est à un niveau très agrégé. On représente des trajectoires d'étudiants, une ligne est un étudiant, on arrive à représenter des successions d'étapes en fonction de leur type de bac, des changements d'établissement, des niveaux dans les cycles, enfin, voilà. Mais ce que j'en ai tiré, c'est qu'en regroupant les étudiants par leur filière de bac, on peut lire que les étudiants diplômés d'un même bac ne voient pas les mêmes trajectoires entre les 3 établissements sur lesquels j'ai travaillé, qui sont donc l'Université de Créteil, l'Université de Nanterre et l'Université d'Assas. Donc, c'est-à-dire que à baccalauréat comparable, on voyait quand même des différences dans les trajectoires. Par exemple, parmi les étudiants de la licence de Créteil, qui est la licence parmi les 3 que j'ai étudiées, qui a la plus grande part d'étudiants diplômés d'un bac professionnel, bien qu'ils soient beaucoup plus nombreux à Créteil, en licence, ils sont bien moins nombreux à continuer en master que dans les autres établissements. Voilà. Alors la question que je me suis posée, c'est que peuvent apporter les représentations individuelles aux données exhaustives et longitudinales? Comment croiser au sein d'une même analyse des descriptions
étudiantes localisées avec des statistiques administratives nationales. En ce qui me concerne, j'ai choisi de passer par la méthode d'enquête par questionnaire afin de récolter des discours écrits. Alors, discours écrits, bon, c'est des questionnaires, mais des discours écrits, anonymes, mais aussi suffisamment nombreux pour pouvoir définir 3 échantillons au sein de 3 universités distinctes. Je précise quand même que j'ai choisi surtout cette méthode parce que c'était pendant ma thèse, pendant le Covid. Mais voilà, j'aurais probablement fait des entretiens si j'avais pu. Mais voilà, finalement, c'était une méthode qui avait d'autres avantages. Alors, derrière ces trajectoires relativement homogènes, ou du moins synthétiques, je voulais donc recueillir des représentations individuelles pour justement mettre en avant les disparités entre les étudiants vis-à-vis du choix des études de droit. C'est pour ça que je précise que si j'avais pu, j'aurais fait des entretiens, mais voilà, je suis passée par la méthode d'enquête par questionnaire. Et ce qui m'intéressait par ailleurs, c'était la relation entre l'établissement d'inscription et les rapports aux études de droit des étudiants. Et le rapport à l'engagement, plus largement. Comment est-ce qu'ils percevaient leur engagement et leurs études. Ça fait combien de temps? 11 minutes, c'est ça? Oui. Ok. Donc, j'ai choisi de diffuser un questionnaire auprès de 3 promotions au cours de leur première année de droit et du second semestre. Pardon, je pense qu'il faut que... Désolée. Ouais. Je pense que ça va aller. Donc oui, j'ai fait passer un questionnaire à des étudiants en première année et pendant leur second semestre. Donc c'est-à-dire que voilà, 819 étudiants ont répondu à mon questionnaire sur 3 universités. Je vais revenir sur ce que ça représente, 819 étudiants à partir de 3 licences de droit. Et ça impliquait donc de travailler à partir d'étudiants qui avaient poursuivi cette formation à l'issue des réorientations en premier semestre, et en même temps sur des représentations en début de parcours, sans spécialisation majeure, puisqu'on reste sur la première année. Et donc, j'ai essayé d'étudier, voilà, sur des étudiants en début de parcours, débutants, qu'est-ce que ça signifie pour eux d'étudier le droit. Alors, bien sûr, avec la question de est-ce qu'ils ont choisi ou non, mais voilà. Qu'est-ce que ça représente pour eux d'étudier le droit. Alors, du coup, 819 étudiants sur 3 formations de droit. C'est environ un taux de captation de 20%, qui est très variable entre les 3 facs. Puisque voilà, finalement, ça représente 13% des étudiants de Paris 12 et 25% des étudiants de Paris 10 qui ont répondu à mon questionnaire. Voilà, donc vous pouvez vous faire une idée ici de ce que ça représente, les 819 questionnaires. Alors, je voulais revenir sur des extraits de ces questionnaires qui m'ont permis de construire ce que j'ai qualifié comme étant une typologie des rapports au droit des étudiants en fonction d'un axe principal qui repose sur une opposition entre, d'un côté, des discours qui justifient le choix de ces études par l'attachement à la notion de justice sociale et à l'engagement par le droit, et de l'autre, on retrouve à l'inverse des justifications d'ordre d'insertion professionnelle, donc beaucoup plus matérielles, voire qui se réfèrent parfois à l'ascension sociale que ces études permettraient. Voilà, donc j'ai catégorisé ces justifications sur cet axe. Alors, je vais revenir sur quelques extraits. Donc, par exemple, ici, à la question que je pose, qui était, voilà, finalement, pourquoi est-ce que vous avez choisi, ou je sais plus, en fait, je l'ai enlevé de mon... C'était quoi, c'était... Je ne sais plus exactement quelle était ma question, je l'ai supprimée de mon impression. Mais c'était une question très ouverte sur, voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes dans cette licence cette année? Donc, l'étudiante ici me disait, elle mettait en évidence l'importance d'évoquer l'injustice, ici toujours détestée, pour répondre à ma question relativement ouverte. D'ailleurs, le terme d'injustice est souvent employé par les étudiants qui se retrouvent du côté de l'axe du pôle engagement. Donc, elle écrit « J'ai toujours détesté l'injustice, j'ai toujours voulu défendre les gens. » Voilà, donc ça, c'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup dans les questionnaires, c'est cette idée d'avoir toujours voulu un rêve d'enfance, une vocation, toujours détester l'injustice, etc.
Et à la question où j'avais posé, si vous avez une idée de la profession vers laquelle vous voulez vous orienter, voilà, vers quelle profession imaginez vous orienter, elle me répondait droit des mineurs, point d'interrogation, avocate, juge. Et sur voilà, ces domaines juridiques de prédilection, elle indiquait histoire, philosophie, sociologie du droit, critique raciale, féministe, etc. et droit privé. Donc voilà, c'est les 5 disciplines qu'elle a notées comme ses matières préférées, en commençant par l'histoire, la philo et la sociologie du droit. Le deuxième portrait d'étudiant qui partage également voilà, ce pôle engagement évoquait quant à lui aussi ce rattachement à la notion de justice sociale, mais ici à travers la référence de défendre les personnes défavorisées. Donc il écrit « Je suis des études de droit parce que les normes juridiques sont les rouages de notre société et que j'ose rêver qu'un jour je pourrai aider les personnes défavorisées à, entre guillemets, réussir socialement par l'étude du droit et que je puisse en informer d'autres de leurs droits quand ils sont bafoués ou encore peut-être aider à améliorer ces règles. Je suis passionnée par mes études. » À l'inverse, donc voilà, je vais passer au portrait qui se rattache à l'autre pôle. Je vais vous donner un extrait. « Je suis des études de droit car elles me permettront d'évoluer dans les plus hautes sphères de notre société. En effet, le droit me permettra une professionnalisation dans le domaine juridique car je souhaite devenir avocat, mais également une possibilité de me tourner vers les grands concours de la fonction publique, Sciences Po Paris, éventuellement l'ENA. Le droit est véritablement présent partout et notamment au sein du monde politique qui m'intéresse particulièrement également. » Il évoque plus tard qu'il est très investi dans la vie politique locale. Je vais citer « Je suis très investi dans la vie politique locale de ma ville. Je suis candidat sur une liste électorale pour les municipales. Je suis par ailleurs encarté dans un parti politique auquel j'accorde également du temps. » Et à ma question, je lui demandais son orientation politique. Il se déclarait à droite et déclarait que c'était aussi l'orientation politique de ses parents. Alors, après avoir voilà, travailler sur des données quantitatives nationales ou plutôt régionales. Donc je vous ai montré rapidement, mais voilà, j'avais synthétisé des trajectoires étudiantes. Donc j'avais pu travailler sur le temps long, voilà, représenter les trajectoires étudiantes. Ensuite, j'avais ces questionnaires, où là, moi, je les traitais uniquement de manière qualitative. C'est-à-dire que voilà, je faisais des recherches par occurrence et je regardais ce que les... Finalement, moi, je travaillais sur les discours. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut parler de discours sur les questionnaires? Je ne sais pas. Bon, des discours écrits. En tout cas, moi, j'étais dans un moment où j'aurais voulu récolter des discours. Je ne pouvais pas le faire. Je suis passée par cette méthode pour voilà, avoir une approche qualitative. Je sais que des fois, ça perturbe un peu parce que pour beaucoup, les questionnaires, c'est des méthodes quantitatives. Voilà, moi, ici, c'était vraiment des méthodes qualitatives. Bon. Et après ça, par contre, ces questionnaires, j'ai choisi de les traiter autrement en les utilisant pour construire une ACM. Et donc, c'est-à-dire pour représenter graphiquement l'espace social des étudiants en droit de mon questionnaire, donc 819 questionnaires. Voilà, je la montre ici. Donc ça, c'est une ACM issue des mêmes réponses, finalement, sur lesquelles je m'appuie sur la typologie. Parce que j'ai gardé des variables qui ne sont pas seulement des variables quantitatives, que j'ai recodées, comme par exemple... est-ce qu'ils, enfin, je sais, faut voir, mais par exemple, voilà, est-ce que ils ont envie de continuer le droit l'année prochaine? Oui, non. Alors bien sûr, c'était beaucoup plus large, mais après on peut aller rechercher ce qu'il y a derrière. C'était pas seulement la profession des parents, le type de bac et la mention bac. Ce qui est aussi intéressant sur cette ACM, c'est que vous avez en rouge les variables actives, en bleu les variables supplémentaires. C'est-à-dire que les variables actives, c'est celles qui contribuent au positionnement des points. Et les variables supplémentaires, c'est celles que j'ai enlevées parce qu'elles contribuaient trop. Sauf que même si elles contribuent trop, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout participé au positionnement des individus, elles sont quand même situées à des endroits qui ont du sens pour ce point lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, le point Assas, il est positionné comme par hasard, même si je ne l'ai pas mis dans les variables contributives, du côté des étudiants qui ont un bac mention très bien, des parents qui ont une thèse et du côté des étudiants qui ont un bac S. Donc, je ne sais pas si c'est voilà, très clair, mais donc, ce qui était intéressant ici, c'est sur ça que je vais terminer, c'est que même en ayant mis
l'établissement comme variable supplémentaire dans le traitement de mes questionnaires sur l'ACM, ça avait du sens. Par exemple, j'ai enlevé le sexe aussi, parce que si vous avez beaucoup plus d'hommes que de femmes, ça va être une variable extrêmement contributive, juste voilà, pour une question de proportion, mais évidemment, elle a aussi du sens. Voilà, c'est pas parce qu'on les met comme supplémentaires qu'elles n'ont pas de sens, mais simplement, elles ne contribuent pas au déplacement des points. Et voilà, ce qui était très intéressant, c'est que je retrouvais vraiment de manière très claire les positionnements dans les rapports au droit, l'engagement politique que je voulais décrire, avec le positionnement des points des 3 universités ici, comme dans les trajectoires, etc. Donc c'est sur ça que je vais finir, parce que je vois que ça fait 20 minutes. Mais ce que j'ai essayé de montrer avec ce graphique, c'était voilà, que, encore une fois, ça me semblait important d'intégrer la variable de l'établissement d'inscription, c'est-à-dire voilà, de poser la question de en quoi est-ce que l'enseignement local, en quoi est-ce que le contexte d'établissement, voilà, on parle en sociologie de l'éducation souvent de contexte des études, etc., ou de variable établissement, comment est-ce que ça pouvait permettre d'expliquer, de saisir les différents rapports au droit des étudiants. Donc, par exemple, voilà, ceux qui ont des justifications d'ordre matériel, de justification d'aspiration professionnelle, partagent pas forcément tous la même classe sociale ou tous le même bac ou tous le même profil scolaire. Moi, ce que je voyais derrière, c'est qu'il y avait aussi, voilà, parmi d'autres variables, je vais pas dire que c'est la variable principale, mais qu'il y avait une influence de comment on leur a enseigné le droit. Qu'est-ce qu'on leur a représenté comme possible à la rentrée, voilà, comment on leur a décrit l'utilité de leurs études, et qui, à mon avis, permettait de complexifier un peu la variable sociale. Voilà, c'est pas seulement je sais pas, ceux qui ont des parents avec des professions dans le privé ou qui sont très pauvres qui me parlent d'aspiration professionnelle, pas seulement. Ça a repositionné un peu différemment les facs, et d'ailleurs, Assas et Nanterre se retrouvaient aussi très proches dans le type d'enseignement qui était beaucoup plus politisé, engagé, proche des sciences sociales que celui qui était présenté à Créteil. Et donc voilà, l'engagement des enseignants vis-à-vis de leur discipline était aussi intéressant à comprendre dans l'analyse. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et bravo pour avoir respecté le temps malgré la petite toux. Alors, je passe tout de suite la parole à Morgane Dumont. Est-ce que tu as quelque chose à partager sur Zoom? Est-ce que... Oui, tout à fait. Eh ben, Ouais, normalement, c'est bon. Ah oui, ça. Voilà. Du coup, pour que Morgane apparaisse à l'écran. Oui, parfait. On voit votre PowerPoint. Alors, à vous la parole. Parfait. C'est bien. Est-ce que vous m'entendez bien également? Parfaitement. Parfait, merci beaucoup. Alors, dans cette communication, je vais revenir sur une mobilisation étudiante dont vous ne trouverez vraisemblablement pas de témoignage. Je m'intéresse justement aux modalités qui font que vous n'en trouverez pas. Alors, en 2018, un groupe d'étudiants et d'étudiantes trans, le collectif, s'est constitué dans l'objectif de faire figurer le droit à faire figurer son prénom et sa civilité d'usage sur les documents produits par l'établissement, un établissement d'enseignement supérieur français au sein duquel elle était inscrite. Leur mobilisation a débouché sur la création d'un formulaire de demande d'inscription, son prénom et sa civilité d'usage. Et toutefois, comme je vous le disais, vous ne trouverez pas de témoignage que cette mobilisation a eu lieu, puisque désormais, la seule trace publique de cette affaire est la publicisation du formulaire sur le site internet de l'établissement, qui le décrit comme le résultat d'une collaboration et non d'une lutte étudiante. Donc, dans cette communication, je me propose d'analyser comment le choix de se mobiliser en tant qu'étudiant et étudiante a placé le collectif en position d'infériorité dans les négociations et a résulté en un échec à modifier le contexte discriminatoire produit par l'établissement. C'est un travail qui s'appuie sur plusieurs sources écrites. En premier lieu, il est basé sur les archives numériques du collectif. Connaissant personnellement une des personnes qui a pris part à la mobilisation, que dans ce cadre, j'ai renommé Sam, j'ai obtenu un accès au groupe Facebook qui avait été créé par les étudiants et étudiantes du collectif pour communiquer entre elles quant aux avancées de leurs négociations avec l'administration. Les messages laissés sur le groupe m'ont permis de reconstituer la chronologie de leur mobilisation et du processus d'adoption et de mise en place du formulaire.
Certains des messages m'ont également fourni des liens vers les documents partagés qui avaient été produits dans le cadre de cette mobilisation, notamment les courriers, les textes de loi, les comptes rendus de réunion, sur lesquels je me suis aussi appuyé. Et enfin, je commenterai également l'annonce de création du formulaire d'inscription telle qu'elle a été publiée sur le site internet de l'établissement. Toutefois, pour des raisons d'anonymisation, je ne fournirai pas ces textes qui permettraient au final d'identifier assez facilement l'établissement dont il est question. Et à des fins d'anonymisation également, les noms de personnes, de fonctions et d'organisations ont été modifiés ou dégenrés. Par exemple, je me réfère à la présidence pour ne pas genrer la personne en poste. Alors, avant d'exposer mon analyse, je vais retracer la chronologie de cette mobilisation. Donc, en 2017-2018, Sam est inscrit en Master 2 au sein de l'établissement. Sam est un homme trans. Il a obtenu la modification de son prénom à l'état civil, mais pas de sa mention de sexe. Et il est donc indiqué que Sam est, je cite, deux sexes féminins sur ses papiers d'identité. Au début de l'année universitaire, il sollicite les services administratifs en demandant que le titre de civilité monsieur apparaisse sur le diplôme qu'il doit obtenir à la fin de l'année. Et il présente des éléments juridiques prouvant que la pratique de l'administration, qui consiste à imprimer la civilité madame si l'étudiante ou l'étudiante est indiquée à l'état civil comme étant de sexe féminin, n'a pas lieu d'être. En effet, la civilité ne constitue pas un élément de l'état civil et est décorrélée de la mention de sexe. Il argumente que cette pratique est de plus discriminatoire envers les étudiants et étudiantes trans. Après plusieurs rendez-vous avec les différents membres de l'administration, qui se soldent systématiquement par des refus, il envoie un courrier argumenté à la présidence de l'établissement en décembre 2017. Dans ce dernier, il insiste sur l'illégalité dans laquelle se place l'administration en refusant de satisfaire à sa demande. Il reçoit une réponse en janvier 2018 dans laquelle la présidence indique qu'elle accède à sa requête. En parallèle de ces rendez-vous avec l'administration, Sam lance un appel visant à savoir s'il est le seul étudiant trans au sein de l'établissement et si d'autres personnes rencontraient des difficultés similaires aux siennes. Donc, 6 étudiants et étudiantes se manifestent. Certaines se sont vues refuser l'apparition de leur prénom d'usage sur la carte étudiante et les listes d'émargement. D'autres souhaitent faire figurer leur civilité d'usage sur leur diplôme ou que celui-ci soit édité sans civilité. Constatant qu'ils sont plusieurs à lutter individuellement contre l'administration, elles décident de créer le collectif en mars 2018. Soutenu par un syndicat étudiant, le collectif obtient la possibilité de présenter sa liste de revendications lors du conseil d'administration de l'établissement en avril 2018. Le collectif demande l'ajout du prénom d'usage et le remplacement de la mention de sexe sur la fiche d'inscription administrative par la civilité choisie, monsieur, madame ou pas de civilité. Il demande à ce que le prénom d'usage apparaisse sur tous les documents internes, carte étudiante, adresse email, liste d'émargement, ainsi que sur le diplôme si cela est demandé par l'étudiante. Lors du conseil, la présidence nie l'existence de discrimination envers les personnes trans au sein de l'établissement et acquiesce. En mai 2018, l'établissement nomme sa chargée de mission égalité et de lutte contre les discriminations. Le collectif organise donc une réunion avec cette dernière, au cours de laquelle il apprend que, lors du dernier conseil pédagogique, l'établissement a rejeté la suppression de la mention de sexe sur la fiche d'inscription administrative, ainsi que l'apparition du prénom d'usage sur le diplôme. De plus, il a décidé de la création d'un formulaire spécial au lieu de l'amendement de la fiche d'inscription. Le collectif réassène alors ses arguments légaux et ses revendications, mais doit composer avec l'imposition du formulaire. Au final, l'établissement accepte leur modification de ces derniers visant au respect du prénom d'usage sur le diplôme. Le formulaire d'inscription, son prénom et sa civilité d'usage devient effectif à partir de la campagne des inscriptions administratives pour l'année universitaire 2018-2019. Les étudiantes qui souhaitent en bénéficier doivent remplir le formulaire et l'adresser à la chargée de mission égalité qui le transmet ensuite au service administratif. Alors, je vais maintenant revenir sur ces événements et en proposer une relecture en me concentrant sur les implications qu'a eu le fait de se mobiliser en tant qu'étudiant et étudiante. Donc, comme les insiders activistes qui veulent changer leur entreprise, les étudianteuses du collectif ont fait face à des défis qui tiennent à leur position au sein de l'organisation. En fait, les mobilisations de Sam puis du collectif prennent sens dans un contexte discriminatoire qu'il s'est néanmoins agi de démontrer, puisque c'est le fonctionnement routinier de l'établissement qui produit le processus discriminatoire. Celui-ci touche et affecte les étudiantes trans dont le prénom et la civilité d'usage ne coïncident pas nécessairement avec l'état civil ou la mention de sexe, avec des conséquences concrètes pour leur vie privée et leur avenir professionnel. Les pratiques de l'établissement sont élevées en problème par une minorité à laquelle il a incombé de se mobiliser et donc d'investir de l'énergie et du temps dans le but de rendre l'espace académique vivable. Devant les refus
injustifiée et répétée de l'administration, SAM puis le collectif abordent les preuves de l'illégalité des pratiques de l'établissement en mobilisant des textes juridiques et en faisant appel à des associations de défense des droits des personnes trans. Ils somment l'établissement de se mettre en conformité avec le droit et prétendent être prêts à porter plainte si l'établissement n'obtempère pas. Ils utilisent la disparité avec le droit comme un levier pour constituer en problème une situation qui avant n'était pas jugée, n'était pas questionnée, n'était pas jugée problématique. L'usage du droit comme arme permet de forcer l'établissement à travers deux contraintes, le respect ne serait-ce que symbolique de la loi et la préservation de son image médiatique et de sa réputation. Il s'agit des mêmes contraintes qui ont été identifiées par la littérature académique sur la lutte pour la diversité concernant les entreprises. Donc l'établissement répond à ces deux contraintes en accédant à la requête de SAM, puis en acceptant finalement le prénom et la civilité d'usage, ce qui prévient l'établissement d'être poursuivi en justice et de publiciser la mobilisation, sortant ainsi l'affaire du cadre universitaire dans lequel elle est restée jusqu'ici. Mais à partir du moment où l'établissement consent à se mettre en conformité avec le droit, le collectif perd ses leviers de pression pour faire respecter ses volontés quant à la mise en place de la mesure, qui donc est la revendication initiale étant une modification de la fiche d'inscription qui concerne toutes les étudiantes. L'acquiescement agit comme un désarmement puisque l'affaire est transférée dans les instances décisionnelles dont les étudiantes sans mandat sont exclues. Le collectif se retrouve donc ainsi exclu des prises de décision et aliéné de sa lutte. L'administration rencontre le collectif dans le cadre de réunions consultatives, ce qui peut apparaître comme le signe d'une volonté de coopération. Et le collectif investit d'ailleurs cette position pour changer l'institution. Bien qu'il évoque cette menace, un procès leur serait défavorable en termes de temporalité et de moyens, notamment financiers. Néanmoins, c'est une logique de sous-traitance qui s'installe, puisque le collectif fournit un travail gratuit, invisible et conséquent pour informer sur le droit à la place du juriste de l'établissement qui s'oppose à leur demande. Le collectif doit également se soumettre au calendrier des instances administratives et se retrouve en position à suggérer des améliorations au formulaire, soit un dispositif qui ne correspond pas à leurs revendications initiales et aux besoins des membres, mais qui leur est présenté comme non négociable. Finalement, l'établissement adopte un instrument qui ne correspond pas aux demandes du collectif et qui perpétue le contexte discriminatoire. Tandis que les revendications initiales requièrent une transformation de l'institution, l'établissement produit une solution qui lui permet de ne pas modifier en profondeur son système concernant les inscriptions administratives. Au lieu de changer de logiciel, puisque l'établissement utilise Apogée, il crée un dispositif spécifique dont le caractère exceptionnel est attesté par le fait que sa gestion soit confiée à une seule personne, la chargée de mission égalité, et qu'il repose sur une modification d'informations manuelle. Ce faisant, l'établissement remédie moins à son fonctionnement discriminatoire qu'au problème que représente la contestation étudiante minoritaire. Effectivement, la mise en place du formulaire finit par mettre fin à la mobilisation, puisque s'il n'est pas idéal, ce dispositif permet aux étudianteux d'obtenir le résultat désiré d'ici la fin de leur scolarité au sein de l'établissement, et elles cessent de faire pression. On assiste à une managérialisation de la loi. L'établissement reformule la législation pour l'aligner avec ses intérêts organisationnels et économiques. L'absence de politique publique contraignante lui permet une large marge de manœuvre quant au cadre juridique antidiscriminatoire, en tout cas en 2018. Néanmoins, la déconnexion du dispositif adopté des routines gestionnaires, en anglais ce qu'on nomme par le terme de organizational decoupling, a des effets sur son effectivité. Puisqu'en octobre 2018, sur le groupe Facebook du collectif, un étudiant employé en tant que vacataire au sein des services d'inscription atteste du fait que les services administratifs ne sont pas formés et n'ont pas reçu de direction relative au formulaire. En outre, 2 étudianteux rapportent que leur prénom et l'état civil apparaît à la place ou à côté de leur prénom d'usage sur les listes d'émargement, et un autre qu'il a reçu son diplôme avec un titre de civilité, malgré avoir soumis le formulaire afin d'obtenir une absence de civilité. Donc, au cours de l'été 2018, l'établissement informe dans une publicisation sur son site internet que l'inscription des étudiantes et étudiants sous leur prénom d'usage et leur civilité d'usage est désormais possible. Il inscrit cette nouvelle mesure dans, je cite à nouveau, sa politique active de défense de l'égalité et de lutte contre les discriminations et la présente comme une nouvelle politique d'égalité à l'initiative de la présidence. Le nom du collectif apparaît dans cette publication, mais dans une liste de 6 acteurs et actrices, les 5 autres étant des instances administratives et pédagogiques, avec lesquelles la présidence décrit avoir eu, je cite à nouveau, de nombreux et productifs échanges. Elle déclare, je cite, avoir décidé d'accueillir sans réserve les revendications des personnes transgenres de l'établissement. La mise en place du formulaire est l'occasion pour l'établissement de réaffirmer son engagement dans la lutte contre les discriminations et d'en faire un outil marketing de distinction pour l'institution.
Ils se vantent d'être l'un des rares établissements d'enseignement supérieur à respecter le prénom et la civilité d'usage des personnes trans, qui sont désignés comme le public concerné par cette politique d'égalité, quand bien même n'importe quel étudianteux peut y avoir recours. L'autopromotion de l'établissement passe, comme je viens de le dire, par une réécriture historique de la mise en place de cette mesure. La publicisation passe sous silence le fait que l'établissement a adopté cette politique d'égalité sous la contrainte d'un rapport de force exercé par la mobilisation étudiante et qu'elle n'est qu'une mise en conformité avec le droit. Au contraire, elle laisse entendre qu'il s'agit d'un processus collaboratif. L'établissement se présente comme proactif en matière d'égalité. La démarche de mise en conformité avec le droit est tue car elle impliquerait une forme de reconnaissance de ses propres pratiques comme discriminatoires par l'établissement et porterait préjudice à l'image volontariste et progressiste qu'il projette. Donc, deux facteurs permettent ici à l'établissement de se présenter sous un jour favorable. Premièrement, le fait qu'il s'agit d'une mobilisation intra-établissement et l'absence de condamnation publique de l'établissement. Le collectif était composé d'étudiants et d'étudiantes de l'établissement. Il est donc ensuite possible à l'établissement de s'auto-promouvoir en tant qu'institution englobant également ses étudiantes et ce faisant d'effacer les dynamiques de pouvoir à l'œuvre. Le collectif n'a pas publicisé son combat hors d'instances de communication exclusivement propres à l'établissement. Et donc, l'établissement se retrouve en contrôle de la narration dans l'arène publique. Deuxièmement, l'établissement peut se féliciter au regard de la situation globale dans l'enseignement supérieur français, puisqu'en 2018, la situation des étudiantes trans ne fait l'objet d'aucune politique publique centralisée de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Effectivement, à ce moment-là, moins d'une dizaine d'établissements respectent le prénom et la civilité d'usage, et encore moins acceptent d'éditer un diplôme avec ces informations. L'établissement peut ainsi se vanter d'être précurseur en matière de politique d'égalité. Pour revenir rapidement sur ce que j'ai essayé de montrer, moi, ce qui m'intéressait et ce qui justifie le jour sur lequel j'ai décidé de présenter cette mobilisation dans le cadre de cette journée d'études, c'est en fait l'invisibilisation de la lutte dont je n'avais moi-même connaissance que par mes connaissances interpersonnelles. Parce qu'il me semble que celle-ci a fait l'objet d'une récupération institutionnelle permise par le fait que l'établissement s'autodéfinisse également comme englobant ses étudiants et étudiantes. Et du coup, à contrario en fait d'une approche qui aurait constitué à se mobiliser dans le cadre public plus général, avec des inconvénients, qui fait que par exemple l'établissement n'aurait peut-être pas été la personne avec qui le collectif aurait été en lutte. Par exemple, ça aurait pu être le ministère d'enseignement supérieur. Excusez-moi, je me suis perdu dans mon idée. Ouais, du coup, je vais m'arrêter ici et vous laisser éventuellement la place pour plus de questions. Merci. Merci sur le cloud. Recording in progress. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, Arthur Boitou va pouvoir discuter les deux communications. Tout à fait. J'oriente la caméra vers moi pour qu'on me voit à distance. Merci beaucoup pour ces deux communications. Je vais essayer d'être assez bref quand même dans la discussion pour laisser un petit peu de temps à la salle et aussi à vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur le chat ou les poser après directement. D'abord, juste de manière introductive, dire que je suis pas du tout spécialiste ni des questions d'engagement ni de vie étudiante. Enfin, c'est des questions qui m'intéressent. Je vais expliquer après pourquoi, mais c'est pas des choses sur lesquelles je suis. C'est pas mes objets vraiment habituels. C'est plutôt, même si voilà, en travaillant en sociologie de la jeunesse, forcément, on s'intéresse d'une manière ou d'une autre à ces questions. Alors, il se trouve que sur la dernière communication, celle de Morgane Dumont, ça m'intéressait particulièrement, mais non pas d'un point de vue de recherche directement, mais parce qu'il se trouve, et je crois que c'est un hasard, je ne pense pas que ce soit pour ça qu'on m'a demandé de discuter aujourd'hui, que je suis par ailleurs le chargé de mission égalité de mon université, donc aux prises avec ces questions et notamment d'un point de vue très administratif où il se trouve qu'on a eu justement à se poser ces questions comme tous les établissements tardivement, trop tardivement, alors sans mobilisation de notre côté, mais du coup avec, comme la plupart des universités, beaucoup de retard.
Sur la question du sens donné aux études en droit, évidemment, ça m'intéresse aussi beaucoup parce qu'il se trouve que j'enseigne dans une licence qui est une licence sciences sanitaires et sociales, mais qui inclut un tiers de droit, enfin d'enseignement juridique, et que cette question, elle se pose aussi pour des étudiants qui sont un peu à la périphérie du droit, mais qui font du droit et pour lesquels parfois la question de pourquoi faire du droit dans ce contexte-là et puis quelles sont les possibilités ensuite éventuellement d'orientation se pose. Je vais commencer par quelques remarques, questions sur chacune des communications et essayer, même si c'est un peu compliqué, de croiser après mes questions. Mais, je vais commencer à l'envers par celle de Morgane Dumont, qui est, je trouve, une analyse très intéressante, séquentielle d'une mobilisation étudiante menée donc par un petit groupe d'étudiants pour la reconnaissance de leurs identités, dans un contexte, et je trouve que c'est intéressant de voir cette mobilisation à ce moment-là, dans ce contexte-là, où on a, depuis quelques années, une forme d'injonction, alors plus ou moins forte, institutionnelle, à lutter contre les discriminations, à promouvoir l'égalité, etc. On connaît un peu le cadre institutionnel un peu général avec au ministère de l'enseignement supérieur des plans égalité avec des chargés de mission égalité, lutte contre les discriminations, mais dont on sait que ça ne se traduit généralement pas ou très lentement concrètement dans les établissements eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette communication, c'est du coup que d'emblée, ça pose la question de mobilisation avec une asymétrie initiale, de statut notamment, avec d'un côté les étudiants, de l'autre l'administration, surtout que là, on est avec un interlocuteur qui est le CA de l'université. On sait que l'asymétrie est particulièrement forte entre étudiants et membres du CA. Par ailleurs, il y a d'autres acteurs qui apparaissent et je trouve que c'est intéressant de les voir apparaître. Bon, la chargée de mission égalité, le juriste de l'établissement, le service de la scolarité, le syndicat, les syndicats étudiants. Et d'ailleurs, j'aurais des petites questions à ce sujet-là. Mais du coup, c'est intéressant de voir comment ça se pose dans un établissement, ici dans un contexte donc très, très local. La situation qui semble être du coup celle d'une acceptation, on pourrait dire passive, des enjeux de la lutte, avec une administration qui finit par accepter quelques revendications, qui semble vouloir les intégrer de manière plus ou moins discrète, sans en faire au départ une avancée, puis à la fin en les retraduisant, comme vous l'avez dit, avec un contrôle de la narration, en faisant son propre combat, ses propres avancées. Et donc ça se retourne, et comme souvent quand ça se retourne dans les mouvements sociaux, ça finit par invisibiliser ceux qui ont été à l'initiative du mouvement. Du coup, une question que je me pose malgré tout en écoutant cette communication, c'est sur cette opposition entre l'établissement d'un côté et les étudiants de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est un effet sans doute de communication, on homogénéise toujours un peu les forces en présence, mais du côté de l'établissement, notamment des logiques un peu différentes selon les types d'acteurs impliqués. Et je pense notamment, même au sein du CA d'une université, pour le vivre un peu en tant que chargé de mission, je me rends bien compte que quand on avance des choses dans la lutte contre les discriminations ou pour l'égalité, etc., on a face à soi des acteurs avec des positionnements parfois très différents, qui ont des poids différents aussi dans l'institution et qui font que parfois on avance sur certains dossiers, d'autres pas, on comprend assez vite où sont les blocages, mais en fait l'effet de présentation établissement versus étudiant, je voulais juste le questionner, voir si derrière c'est pour le dire un peu autrement, peut-être de manière plus classique, qui étaient les alliés plus ou moins visibles de la cause du côté de l'établissement, par exemple, parce qu'il y avait sans doute des alliés ou en tout cas des personnes qui poussaient la cause quand d'autres sans doute la freinaient par ailleurs. Pour donner une petite mise en perspective très personnelle à partir de ce que je connais dans mon établissement, donc Sorbonne Paris Nord, Paris 13, ce qui s'est passé chez nous, par exemple, c'est qu'il n'y avait pas de mobilisation étudiante au départ pour la reconnaissance du prénom d'usage ou civilité d'usage, mais que par contre, ça a été d'emblée, par comparaison avec d'autres universités qui avaient déjà avancé sur le sujet, une volonté des nouveaux chargés de mission, donc moi et une collègue, de se dire il faut qu'on fasse quelque chose et notamment qu'on voit ce
ce qui existe du côté de la scolarité, ce qui est pensé du côté de la scolarité. Et la scolarité avait connaissance des possibilités de faire reconnaître assez facilement, notamment le prénom d'usage, mais ne le faisait pas, ne rendait pas le formulaire visible. Le formulaire existait à la scolarité, on nous a dit mais n'importe qui peut le demander, etc. Mais c'était pas dit à n'importe quel moment. Et donc l'action a consisté surtout à rendre visible une procédure qui était existante, mais pas du tout utilisée et pas du tout mise en avant par les acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu des effets que vous dites là. Alors, pas avec l'implication du CA, la présidence qui reprend le combat et tout, mais nous, par exemple, c'est le service de la communication qui s'est dit, ah bah tiens, on a demandé au service de la communication de rendre visible le formulaire, d'expliquer sur les réseaux sociaux que ça existe, etc. Et plutôt que de faire une simple annonce de type administratif, le service de la com a voulu en faire vraiment le fer de lance de l'université, combat la transphobie, etc., etc. Ce qui est là aussi, je pense, voilà, la logique interne en fait de ces acteurs-là, qui consiste à s'emparer de ce genre de choses et à se dire, ah bah tiens, ça correspond à des enjeux nationaux, c'est des injonctions politiques par ailleurs, et donc on va le mettre en évidence. Donc voilà, en vous écoutant, je me disais à la fois qu'il y avait sans doute matière à discuter ce caractère un peu monolithique parfois de l'établissement dans la manière dont vous le présentez, et aller voir un petit peu plus concrètement quels étaient les jeux d'acteurs qui se jouaient. Et par ailleurs, le rôle, vous en avez pas vraiment parlé, même si c'est un peu évoqué, le rôle un peu du ministère dans tout ça, qui pousse malgré tout les établissements à lutter contre les discriminations, et puis surtout à ne pas être pris en défaut, c'est-à-dire à pas être reconnus comme étant des acteurs de ces discriminations. Et je me demandais dans quelle mesure les universités n'agissaient pas finalement aussi, in fine, que sous la pression du ministère, qui finit par leur imposer ce type de vue, quand bien même ils seraient réticents au départ à mettre en œuvre ces avancées. Et la dernière chose, dernière petite question sur cette communication, sur le rapport au syndicalisme étudiant, parce que vous dites à un moment dans la version écrite, je crois que vous l'avez dit à l'oral aussi, que ces étudiants ont été en partie soutenus par des syndicats étudiants, et on sait que certains syndicats étudiants se sont quand même positionnés depuis quelques années dans un combat féministe, antisexiste, etc. Est-ce que c'était des alliances productives? Dans quelle mesure il y a eu un relais du côté des syndicats, notamment parce que le relais syndical, ça permet de relayer dans toutes les instances ensuite de l'université, pas seulement au CA, et donc dans quelle mesure c'était présent. Donc voilà, ça c'était sur la deuxième communication, sur la première de Mélanie Sarjac. Là aussi très intéressante sur d'autres objets, d'autres questions, mais alors je me demandais du coup, mais ça a été finalement un peu dit dans la communication, dans quelle mesure les trois universités, l'effet de recrutement dans les trois universités qui sont enquêtées n'a pas été effectivement accru par Parcoursup. Est-ce que vous pouvez nous en dire de ce que ça a provoqué dans ces universités, et peut-être du discours aussi un peu des acteurs, et je pense notamment des acteurs institutionnels sur ces effets de Parcoursup. Je sais notamment que il y a pas très longtemps, par exemple dans la presse, le doyen en droit de Créteil, justement, puisque c'est dans vos objets d'études, expliquait que Parcoursup avait appauvri considérablement son recrutement, alors qui de son point de vue était un bon recrutement, c'est un recrutement de mention bien et très bien en première année, au bac. Et du coup, je me demandais ce que ces acteurs en percevaient, comment ensuite les facs essayaient de se positionner par rapport à cet outil qui leur impose quelque part des étudiants dans un sens ou dans l'autre, à SAS qui semble en bénéficier, et puis les facs plus périphériques qui semblent ne pas du tout en bénéficier. Du coup, il y a cette question des territoires d'appartenance des étudiants qui se pose aussi également. Alors, sinon, ce qui m'intéressait dans cette communication sur le fait de parler d'engagement. Alors, le terme d'engagement, je trouve il est intéressant dans la mesure où vous l'utilisez aussi pour qualifier des étudiants qui disent, alors c'est dans la version écrite de la com, vous ne l'avez pas dit comme ça, je crois, à l'oral, mais qui disent être engagés par le droit lui-même.
C'est-à-dire qu'en fait, qui explique que leur engagement, c'est le fait de faire du droit en tant que tel, qui constitue déjà en tant que tel un engagement. Moi, je me demandais dans quelle mesure on pouvait parler d'engagement avec ce type de positionnement-là, au sens où c'est certes peut-être un engagement un peu général, théorique, etc., mais c'est un peu une forme d'engagement par défaut aussi, de se dire on est dans une discipline, cette discipline est une sorte d'engagement, mais voilà, dans quelle mesure on peut vraiment parler d'engagement au sens où on en parle dans le colloque là, je suis pas complètement certain. C'est un peu comme si on disait qu'on est engagé par la sociologie parce qu'on étudie les inégalités sociales, mais en fait, ça ne dit rien de ces engagements par ailleurs, citoyens, politiques, etc. Pour les autres, pour les étudiants qui s'identifient à des formes de justice sociale, avec le changement de la société par le droit, etc., là, on voit que l'expérience des inégalités, elle semble assez déterminante. Du coup, la question que je me posais, c'est une question sur finalement le contenu des formations lui-même. Est-ce que finalement, une des caractéristiques des formations juridiques les plus conservatrices, alors sans doute qu'on pourrait associer plus à Assas qu'à Nanterre ou à Créteil, n'est pas précisément en fait de renforcer toutes les matières canoniques du droit, l'étude juridique du droit, l'histoire du droit, donc au détriment d'autres branches du droit, la sociologie du droit ou par exemple, je sais pas, le droit social par exemple, qui sont souvent des manières d'objectiver les inégalités, qui sont des matières juridiques qui vont permettre d'accéder à des savoirs plus critiques sans doute que les savoirs canoniques habituels. Et je me demandais si finalement il n'y avait pas dans la composition même, de ces formations, finalement des choses qui vont conditionner l'engagement. C'est-à-dire que quand on est dans une formation qui inclut beaucoup de sociologie du droit, de droit social, etc., le fait qu'on va sans doute on va favoriser en tout cas l'engagement des étudiants, la prise de conscience des inégalités, etc. Et du coup, cette question-là, je me la pose aussi du côté des enseignants eux-mêmes, des enseignants et enseignantes, en me disant finalement, on sait qu'en droit, par exemple, les enseignants-chercheurs sont sans doute plus mobiles d'une université à l'autre. Bon, il y a des effets de discipline comme ça, que par exemple, ce qu'on connaît pour la sociologie, c'est plus facile pour eux de passer de Paris 10 à Paris 12, etc. Et je me demandais si le fait qu'on ait, si on n'a pas aussi des profils d'enseignants assez spécifiques dans ces universités-là, pas tout à fait les mêmes entre Assas, Paris 10, Paris 12. Alors, je le dis sans doute beaucoup trop schématiquement, et j'espère que les collègues d'Assas ou de Nanterre ne nous entendent pas, mais est-ce qu'on n'a pas un peu, quelque part, les insiders conservateurs d'Assas versus les outsiders de Créteil ou de Nanterre, et qui, du coup, vont forcément, par leur profil même, favoriser aussi, alors soit le recrutement d'étudiants plus critiques, etc., soit par leurs enseignements, en fait, amener les étudiants à des formes d'engagement. Bon, c'est une question, c'est une pure hypothèse, mais je me demandais si ça ne pouvait pas être intéressant de le voir comme ça. Et puis, dernière chose sur votre communication, est-ce que vous avez des éléments finalement sur le devenir de ces étudiants en droit? Parce que c'est intéressant de voir leurs aspirations en L1. Du coup, est-ce que vous avez envisagé de faire quelque chose d'un peu plus sur le long terme, de voir comment ces aspirations initiales, donc défendre les plus vulnérables, etc., allaient se traduire concrètement quelques années plus tard, soit dans des choix d'orientation, donc aller vers le droit social, etc., ou directement par des choix professionnels, en fait. Donc voilà, juste pour finir très rapidement sur le choix la tentative de croiser les perspectives sur ces deux communications. Je pense qu'on peut parler du rôle du droit en fait dans ces deux, à la fois dans la mobilisation pour des étudiants trans d'une part et dans justement la manière de donner du sens à ces études en droit de l'autre. Donc juste peut-être une question sur des phénomènes un peu plus globaux qu'on décrit pas mal en sociologie des mouvements sociaux depuis quelques années, sont les phénomènes de juridicisation de ces mobilisations et dont on dit parfois que quand on recourt à l'arme du droit, par ailleurs, eh bien c'est aussi pour remplir le vide ou en tout cas l'absence de perspective plus idéologique, disons, qui pourrait se poser. Et donc, je me posais notamment cette question, en fait, sur la question des mobilisations d'étudiants trans à l'université. Est-ce que finalement, mobiliser le droit dans ce cadre-là,
ça revient pas finalement à utiliser des armes qui sont d'emblée très réformistes, en fait, dont on sait d'emblée qu'elles ne vont pas aller très loin et qu'elles ne vont pas aboutir à un changement très radical de l'institution. Et je dis ça notamment parce qu'on sait très bien, par exemple, que quand bien même une université se met en conformité avec le droit, elle peut tout à fait finir par ne pas le respecter et ne sera que très rarement attaquée, parce qu'on sait la faiblesse aussi de la justice administrative. Enfin, je pense voilà, notamment des étudiants qui attaqueraient leur université pour non-respect du prénom d'usage, etc. Je ne sais pas si ça s'est déjà présenté, sans doute un peu, mais on sait très bien que les universités et les services publics de manière générale sont en position de force face à des usagers. Et donc voilà, je me posais la question des limites quelque part de l'arme du droit dans ces combats. Et est-ce que finalement, pour la communication de Mélanie Sarjac, est-ce que ces limites de l'arme du droit ne sont pas d'emblée aussi un peu intériorisées par des étudiants en droit qui savent qu'ils peuvent s'engager, se mobiliser, mais qu'il y aura nécessairement, enfin que ça a bien sûr ces limites d'un point de vue ensuite plus politique. Voilà pour mes quelques remarques, peut-être en partie hors sujet ou pas, mais sur les deux communications, je ne sais pas, je regarde juste s'il y a dans la discussion par ailleurs des points, pas de points dans la discussion pour l'instant. Peut-être Morgane, si vous voulez veut déjà commencer. réagir, et puis peut-être que dans la salle, il y aura aussi des réactions. Oui, tout à fait. Alors, sur la question de l'opposition un peu monolithique établissement-étudiant, alors j'en suis conscient, c'est vrai que j'ai aussi essayé de la contrebalancer en nommant individuellement à chaque fois les acteurs qui étaient mobilisés, mais je n'ai pas développé effectivement on va dire dans ce cadre précis, les logiques individuelles de refus. Parce que par exemple, pour les membres de l'administration avec qui Sam était en négociation en premier lieu avant de faire recours à la présidence, là, on va dire que l'argument était plus, en fait, ce n'est pas possible. On utilise un logiciel qui est Apogée, on doit cocher une case FM, ça conditionnera ce qui sortira sur votre diplôme, on ne peut rien y faire. Parce que du coup, en fait, oui, en l'occurrence, ici, il n'y a pas eu dans cette mobilisation-là, visiblement, il n'y a pas eu d'alliés, on va dire, qui était un personnel de l'établissement. En fait, même au contraire, parce que j'ai pas développé dessus, mais en fait, l'établissement a quand même invité une professeure trans à qui refusait aussi la modification du prénom et de la civilité sur son contrat, sur ses fiches de paie, a témoigné d'à quel point ce n'était pas possible. Et il a mis cette personne en interlocution avec les étudiants. Mais effectivement, du coup, c'est vrai qu'il y a différentes logiques, il y a différents poids en termes d'acteurs, mais je pense que ce qui joue ici, c'est le contexte, c'est le fait que la mobilisation a pris place en 2018 et que c'est seulement en septembre 2019 que le ministère de l'Enseignement supérieur a issu une liste de recommandations concernant le prénom d'usage qu'on peut trouver en ligne, qui s'intitule Recommandations pour favoriser l'inclusion des personnes transgenres dans la vie étudiante et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc avant, en fait, il n'y avait pas on va dire, d'injonction centralisée à se mettre en conformité. Et encore, même seulement dans ces recommandations-là, le ministère ne s'exprime uniquement sur les documents qui sont internes à l'établissement. Donc, par exemple, notre écrit explicitement que c'est supposément pas possible d'éditer le diplôme avec un prénom et une civilité qui ne correspondrait pas à l'état civil, quand bien même, quand effectivement on consulte les textes de loi qui ont été rassemblés par le collectif et par les associations trans qu'ils ont consultés, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et le ministère, en l'occurrence, ne cite pas de texte juridique pour justifier cette position-là dans ses recommandations. Par contre, à l'inverse, c'est vrai que il y a eu des alliés du côté donc d'un syndicat étudiant. Moi, il me semble que cette alliance, elle a été surtout productive dans le sens où c'est le syndicat qui a ouvert l'accès au conseil d'administration, en fait, en invitant des membres du collectif à venir s'exprimer directement devant le conseil d'administration. Et les associations ont fourni à la fois un support en termes de ressources juridiques, mais aussi à un moment ont rencontré le juriste de l'établissement dans cette idée de faire un peu pression parce que en fait dans ces enjeux de prénoms d'usage et sur trans notamment, il y a aussi une tendance que je n'ai pas développée mais qui est celle de l'individualisation, qui est de dire ah mais en fait ça ne concerne que vous.
Du coup, pourquoi modifier tout notre fonctionnement? Quand bien même, en l'occurrence, il s'est avéré que ça concernait pas un seul étudiant. Et par ailleurs, c'est une mesure qui a aussi bénéficié à des étudiants et étudiantes étrangers et étrangères qui ont eu des problèmes d'orthographe de leur prénom sur leur visa étudiant, et qui du coup se sont retrouvés dans des situations un peu compliquées avec différentes identités en fait en parallèle à cause de ces erreurs d'orthographe, et du coup qui ont pu comme ça modifier leur diplôme tout en n'ayant pas à refaire une procédure qui nécessiterait de remodifier leur visa, etc. Et alors enfin, pour le rôle du droit, alors en fait, en l'occurrence, dans cette mobilisation, le droit il est intervenu après d'autres tentatives, qui ont été tout simplement des tentatives de dialogue et d'explication de voilà ma situation, si vous ne modifiez pas mon diplôme, je m'expose à des risques de discrimination après sur le marché de l'emploi, face auquel l'établissement n'a en fait pas réagi, et du coup le droit effectivement a été utilisé comme arme pour forcer l'établissement à agir. Mais comme je disais, comme il n'y a pas de politique publique contraignante spécifique à l'égard de cette thématique, on peut voir à quel point le fait de l'établissement a un peu réaménagé les choses avec une mesure qui lui était plus simple à mettre en place, en l'occurrence un formulaire, que de revoir tout son système d'inscription administrative. Après, est-ce que c'est... Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est réformiste, parce que là... Mais aussi parce que dans cette situation-là, vis-à-vis du droit, en quelque sorte, les étudiants et le collectif ont réussi à montrer que le droit était en leur faveur. Du coup, il n'y avait pas une volonté de réforme juridique en soi non plus. C'était pas du tout leur but, en fait. Dans les échanges, on voit que leur but, c'est vraiment juste de réussir à pouvoir indiquer le prénom et la civilité d'usage sur les documents, et d'éviter comme ça des complications. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et merci beaucoup. Je passe la parole du coup à Mélanie Sergent. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Alors, par rapport à... votre première question est très intéressante parce que c'est quelque chose que j'ai traité. Donc, c'était sur voilà, quel est le discours des enseignants-chercheurs par rapport au recrutement depuis Parcoursup, comment les enseignants le perçoivent, etc. Alors, donc là, je ne l'ai pas présenté ici, mais ce que j'avais fait aussi dans ma thèse, c'était une analyse comparée des discours de rentrée de ces 3 formations. Et là, c'était vraiment très, très parlant. Ça marche bien. Si vous voulez faire ça, ça marche vraiment bien. Parce que effectivement, bon, les licences de droit sont souvent présentées comme étant harmonisées du point de vue du contenu des formations. Donc ça répond aussi à une question que vous avez posée sur, voilà, est-ce qu'on renforcerait l'enseignement de matières juridiques, etc. Les enseignants-chercheurs en droit le présentent comme des matières extrêmement harmonisées, voilà, avec des maquettes qui se ressemblent en fonction des établissements, même entre les différents établissements, etc. Et à la rigueur, toutes les licences comportent de plus en plus des enseignements liés aux sciences sociales. La tendance, c'est à mon avis plutôt le rapprochement avec les sciences sociales que l'inverse, mais ça ne veut pas dire pour autant que le rapport au droit ou la perception du lien entre le droit et les sciences sociales est modifiée. Mais en tout cas, voilà, en termes de maquette, etc., on a quand même plus tendance à intégrer des sciences sociales que de les enlever, mais c'est pas forcément un indicateur de, voilà, d'un rapprochement avec une perception voilà, de sciences sociales. En revanche, comment les professeurs le perçoivent, ça c'est intéressant, c'est que quand on travaille sur les rapports à la sélection des enseignants-chercheurs en droit, ils ont différents positionnements. Certains sont pour, certains sont contre. Certains sont positionnés de manière publique pour ou contre, ont des blogs, etc. Mais qu'on soit pour ou contre la sélection, à mon avis, ce qu'on peut lire quand on analyse le recrutement par Parcoursup, c'est que les Parcoursup créent des situations extrêmement variées en termes de population étudiante entre les formations. C'est-à-dire que voilà, la sélection, elle n'est pas pratiquée de la même manière partout, elle n'est pas pratiquée tout court partout, et donc le recrutement des populations étudiantes est extrêmement différent. Par exemple, voilà, juste des formations qui remplissent leurs capacités ou qui sous-remplissent leurs capacités en Île-de-France, c'est extrêmement varié, le taux de remplissage des formations, mais aussi le type de bac des étudiants. Voilà, c'est des écarts extrêmement importants.
Donc ça, c'est intéressant parce que justement, les professeurs le perçoivent. Donc par rapport au doyen de Créteil, c'est effectivement voilà, ce doyen en question, alors je ne sais pas à quel point c'est représentatif de la politique de l'établissement, mais ils ont l'impression de se faire avoir parce que les formations concurrentes sélectionnent plus qu'eux. Et donc leur public n'est pas du tout le même que celui des autres, etc. Et d'ailleurs, des fois, j'imagine que certes, en fonction des années, ils ne peuvent pas sélectionner, ou ça dépend, ou peu, enfin voilà, quand la sélection est évidemment tout le temps le cas à SAS ou à Nanterre. Et par rapport à Parcoursup, peut-être que sur ça, l'effet Parcoursup n'est pas si évident en Île-de-France, j'en sais rien, parce qu'en tout cas, il y avait déjà des dérogations pour ces formations avant. La sélection était déjà pratiquée dans ces formations avant Parcoursup. Moi, j'ai travaillé après Parcoursup. Mais voilà, peut-être que pour le coup, voilà, il y avait déjà ces variations en Île-de-France, je ne sais pas, il faudrait voir. En tout cas, oui, quand vous parlez des écarts de bénéfices de Parcoursup, voilà, ça c'est le problème majeur qui est relevé, à mon avis, c'est que voilà, il y en a qui ont l'impression de perdre parce qu'ils ne sélectionnent pas et que les formations concurrentes, parce que c'est un espace concurrentiel en fait, les formations en Île-de-France, les autres peuvent sélectionner. Et par rapport à ça, effectivement, les discours de rentrée sont très en lien avec ces perceptions-là. C'est-à-dire que la formation qui sélectionne le moins, Créteil, va avoir un discours qui favorise énormément l'autocensure dès la rentrée, alors que le discours les discours tenus voilà, lors de l'accueil des étudiants à Assas sont beaucoup plus accompagnants, beaucoup plus rassurants, voilà, parce qu'ils savent qu'ils ont sélectionné un public. Donc les discours sont beaucoup plus tournés vers le fait que voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous travaillez, les choses vont aller d'elles-mêmes, etc. Alors qu'à Créteil, on retrouve des discours qui sont complètement inverses, qui est vous devriez faire un examen de conscience, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes passionné par le droit, réfléchissez-y, parce que voilà, si vous n'avez pas eu bac S mention très bien, ça va être compliqué pour vous, etc. Donc effectivement, ça c'est intéressant parce que les enseignants-chercheurs sont très au fait de ces écarts de recrutement et donc moi, ce que j'ai étudié, en tout cas, c'est que ça avait un effet sur les discours de rentrée et sur l'accueil des étudiants, ces écarts de perception. Après, sur l'autre thématique de question, est-ce qu'on peut parler d'engagement par le droit? Est-ce que faire du droit, c'est un engagement? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'engagement, voilà, l'utilisation de l'engagement en termes de concept théorique, donc je ne vais pas répondre avec énormément de réflexion, mais en tout cas, ces étudiants décrivent qu'ils s'engagent à travers leurs études pour répondre à un idéal de justice sociale, voire parfois, ils espèrent par ces études participer à la modification des droits sociaux, à la modification voilà, de droits, etc. Alors après, on peut dire, bon, bah, nous, on considère que ce n'est pas un engagement parce que c'est un engagement par les études, voilà, avec un petit peu une hiérarchie des engagements. Je suis d'accord, c'est entendable, mais en tout cas, ce qui transparaît dans leur discours, c'est qu'eux ont l'impression de s'engager. Et moi, je trouve que c'est intéressant le parallèle avec est-ce qu'on s'engage par des études de sociologie. En tout cas, c'est des personnes qui ont l'impression de consacrer leur vie. Enfin, voilà, on est en L1, mais qui ont envie de consacrer leur vie à un travail qu'ils se représentent comme étant un métier qui favorise la justice sociale. Et ce qui est intéressant avec la notion d'engagement, c'est que la référence à l'idée de justice sociale, elle se partage différemment en fonction des établissements, c'est-à-dire que certains parlent d'améliorer le droit et d'améliorer la justice, mais pas pour aider les opprimés à obtenir des droits, mais pour maintenir l'ordre, pour faire comprendre aux déviants qu'ils ne respectent pas l'ordre social, aider voilà, les personnes à mieux comprendre les lois. Voilà. Donc on a aussi cette description d'un engagement, moi ici en tout cas je le lis comme tel, comme une description d'engagement, mais qui est voilà, un engagement qui est complètement diamétralement opposé sur l'axe politique, mais voilà, qui est tout de même un engagement politique d'après eux en tout cas. Ensuite, sur la circulation des enseignants, alors, bon, j'ai travaillé sur 3 facs et pas sur une socio-histoire. Donc là aussi, voilà, je vais apporter que des éléments de détail. Mais de ce que moi j'ai pu voir, c'est que les profs de droit circulent beaucoup entre les établissements, du moins
chez les maîtres de conférences qui viennent d'être recrutés, c'est pas du tout rare d'avoir fait une thèse à Nanterre et d'être recruté à Créteil, par exemple. Et ce qui est intéressant là-dedans, enfin moi je l'ai lu comme ça et c'est ce qui m'a un peu gênée, c'est que c'est plus difficile du coup d'attribuer un positionnement théorique ou un positionnement dans l'enseignement du droit en fonction des établissements, parce que non, en fait, oui, les enseignants-chercheurs circulent et donc ils ne se sentent pas comme étant les représentants du droit à Créteil ou du droit à Nanterre, même s'ils perçoivent absolument les différences théoriques et qu'ils ont des sensibilités plus liées les unes aux autres, il y a quand même un jeu du recrutement qui fait que, voilà, ils n'ont pas vraiment choisi la fac dans laquelle ils sont recrutés. Et ils ont parfois fait leur thèse dans un positionnement théorique vraiment très opposé à celui de la fac qui les recrute en maître de conférence. Bon, après, voilà, il faudrait voir ça sur une fois qu'on est maître de conférence, est-ce qu'on n'arrive pas beaucoup plus à choisir sa fac au fil de la carrière. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même des enseignants qui circulent, voilà, comme dans d'autres filières. Et pour terminer sur le devenir de ces étudiants, alors j'ai pas travaillé sur ce qu'ils sont devenus. En revanche, ils étaient en L1 en 2019 ou 2020 et j'ai gardé leurs contacts, etc. Enfin, j'ai placé dans un questionnaire une question pour avoir un moyen de les recontacter, avec l'idée justement de voir quand ils arriveraient en fin de parcours ou en master. Je pense que c'était en 2020, ils étaient en L1, ou en 2019, ils étaient en L1. Donc là, ils finissent leur licence pour ceux qui le réalisent en 3 ans. Donc j'espère que je pourrai le faire plus tard. En tout cas, j'y avais pensé et j'aimerais beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a du temps, mais est-ce qu'on a un petit peu de temps? Je pense qu'on peut se permettre. Du coup, ça nous laisse du temps pour les questions de la salle ou de la salle virtuelle. Oui. Ah, juste comme, en fait, si on ne nous entend pas sur Zoom, si vous pouviez juste soit venir à la tribune, soit je répète la question. Comme... Bon, venez à la tribune. Oui, il vaut mieux venir, comme ça vous serez peut-être une question, mais... C'est ce micro-là. Oui, donc j'avais le dispositif est un petit peu original. Oui, donc j'avais une question pour Mélanie Sarlat. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Je trouvais ça vraiment passionnant. Ça donne vraiment envie de lire la thèse. Je me suis beaucoup retrouvé dans la présentation, notamment parce que moi-même, avec un collègue, on travaille à faire une typologie de l'engagement étudiant. Donc ma question porte là-dessus, mais je voulais aussi rebondir sur la discussion autour de l'engagement. Je n'ai pas pu être là hier, donc je ne sais pas s'il y a eu une définition du sens donné par ce colloque à l'engagement, mais je me retrouvais bien justement dans cette idée que l'engagement est plus une sorte de continuum et que l'engagement présenté par Mélanie Sarjac, pour moi, rentre dans cette catégorie, en tout cas au sens de ce que nous, on va présenter demain matin, et donc pas forcément un engagement qui est nécessairement extraverti, explicite, mais un engagement peut-être plus au sens d'ailleurs de la sociologie de la justification, un engagement qui accompagne tout type d'action, en fait, après, sous la forme d'un continuum, il peut être plus ou moins explicite. Ça, c'était vraiment pour rebondir sur la discussion précédente que je trouve également passionnante à avoir et qu'on a eu lors de la préparation à notre intervention à ce colloque. Alors, ma question maintenant, c'est que votre matériau est hyper riche. Vous êtes passé par plusieurs phases. D'abord, une analyse très statistique, ensuite une analyse discursive. Là-dessus, c'est pareil. Pour moi, vous êtes totalement dans une analyse de discours à partir du moment où vous avez ce matériau qui est là très riche, avec des vraies phrases composées avec une expression qui s'éloigne quand même d'une approche très quantitative, je trouve. Et en ce sens-là, on peut parler d'analyse qualitative, en tout cas d'analyse de discours. Et enfin, vous avez fait un travail à partir d'une ACM que je trouve vraiment passionnant également. Et je me demandais, dans le cadre de la production d'une typologie, dans quelle mesure est-ce que la typologie a évolué au fur et à mesure des différentes étapes méthodologiques.
parce qu'il est clair que voilà, on est tous dans une approche weberienne, c'est le cas de le dire dans ce bâtiment de la typologie, à savoir que les typologies n'existent pas de manière pure dans la réalité que vous décrivez. Et donc, dans cette mesure, elles sont amenées à évoluer au fur et à mesure de l'analyse. Est-ce que vous avez été tenté, par exemple, d'avoir un troisième axe dans votre typologie? Et là, je crois que vous avez présenté deux axes typologiques. Est-ce qu'il y en a un qui a disparu? Voilà, je voulais savoir un peu quelle était l'histoire de la typologie, en quelque sorte, en miroir de la méthodologie que vous avez exploitée. Voilà. Désolé pour cette question. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, la typologie, elle a évolué au fil de mon travail et de manière générale, voilà, j'ai procédé en me disant, effectivement, j'ai différents matériaux, comment est-ce que je les combine? Et donc, j'ai travaillé un petit peu par aller-retour de nuances, quoi. On commence par des descriptions extrêmement, voilà, ce que j'essayais de présenter ici, extrêmement statistiques et génériques, et ensuite d'essayer. Moi, ce que j'essayais de faire à partir de la typologie, c'était vraiment de montrer peut-être finalement, oui, un peu plus disparate. Voilà. La typologie, mon idée, c'était de montrer les disparités d'une catégorie qu'on présente souvent comme étant homogène, c'est-à-dire les étudiants en droit, parce que souvent en sociologie de l'éducation, les étudiants en droit sont présentés comme appartenant à une même discipline en comparaison avec d'autres disciplines qui seraient différentes. Et donc moi, la typologie, j'ai vraiment essayé de la travailler pour essayer de montrer les différents profils et les différents rapports de ces étudiants. Donc oui, j'ai d'autres axes parce que j'ai pas présenté ici, mais l'idée c'était voilà plutôt de montrer quelque chose de moins fort, de moins binaire, et d'essayer de montrer d'autres justifications. Et donc, voilà, c'est vrai que là j'ai axé par exemple l'engagement comme étant un engagement politique, voilà, de défense des personnes défavorisées par exemple. Mais dans ma thèse, j'essaie de montrer voilà, que l'engagement, c'est aussi parfois quelque chose comme voilà, présenté comme un engagement de droite, par exemple, et de maintien de l'ordre. Voilà, donc effectivement, il y a d'autres. Par exemple, il y a aussi tout un axe qu'on pourrait travailler sur l'engagement lié à l'écologie. Il y avait voilà, beaucoup d'étudiants qui me parlaient de faire du droit pour l'écologie. Voilà, le droit de l'environnement, voilà, travailler dans des ONG, etc. Donc voilà, c'est vrai que je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'ai l'impression que ma typologie était voilà, plutôt tournée vers la diversification des profils que vers la schématisation des profils, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que j'en retire peu de nombres, 4, 5, voilà, sur 819 questionnaires. Mais après, l'ACM, oui, à l'inverse, là, moi, je trouve que l'ACM, c'est aussi une typologie. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'en faire. Où là, voilà, l'ACM, elle est liée à des classes d'étudiants, des groupes d'étudiants, et c'est une autre typologie, là, qui sera beaucoup plus basée sur peut-être plus le profil social des étudiants, même si, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai intégré des questions liées au rapport au droit dans l'ACM, mais qui sont voilà, beaucoup plus tournées sur quelle fac à quel type d'étudiants. Là aussi, moi, j'avais l'impression de faire une typologie. Donc, la typologie, elle est très liée à l'ACM, en fait. C'est à la fois la lecture qualitative des questionnaires, une ACM pour représenter voilà, ces 819 étudiants sur un nuage de points. Et après, j'ai aussi fait voilà, des espèces de tableaux en fonction voilà, du taux de réponse que j'avais, en fonction d'axes que je pouvais lier, comme par exemple, est-ce que le droit était votre premier choix? Est-ce que vous avez envie de faire du droit l'année prochaine? Est-ce que vous avez des personnes dans votre famille qui ont fait des études de droit? Est-ce que vous avez des personnes dans votre famille qui exercent des professions liées au droit? Et effectivement, dans le questionnaire, je travaillais aussi sur leur orientation politique. Je leur demandais quelle était s'ils se positionnaient politiquement sur un axe classique gauche-droite, où est-ce qu'ils se situeraient, et est-ce que c'était la même position que celle de leurs parents, par exemple. Donc voilà, donc ça me permettait aussi de comprendre un peu mieux ce qu'ils décrivaient par rapport à la justice sociale, par exemple. Parce que c'est vrai que dans d'autres questions, certains parlaient beaucoup voilà, je sais pas, travailler plutôt sur s'engager contre la criminalité. C'est pas du tout pareil que s'engager pour
obtenir des droits pour les personnes défavorisées. Voilà. Et effectivement, pour être tout à fait honnête, cette question de l'engagement, je ne l'ai pas énormément travaillée. Et j'aimerais beaucoup retravailler cette question comme un continuum, voilà, entre ces différentes formes d'engagement. Mais pour le coup, je pense que c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir, sur laquelle je suis en train de réfléchir encore.